Hello les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Artypique, le podcast dédié aux artistes atypiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Léa Forch. C'est une artisane d'art spécialisée dans la création d'objets en céramique, en lien avec sa passion pour la nature et le vivant. C'est une artiste bienveillante et particulièrement douée que je vous propose de découvrir. Voici un large extrait de notre conversation. Chez Artypique, les artistes partagent leur passion et vous expliquent comme ils stimulent vos sens et vos émotions. Suivez le guide. Bonjour Léa, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être ma nouvelle invitée d'Artypique. Bonjour, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Un vrai plaisir. J'ai découvert ton travail sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitch. Et c'était un jour de mai 2022. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qui es-tu Léa ? Eh bien, moi je suis designer et céramiste d'art. Aujourd'hui, je réalise dans mon atelier principalement de la vaisselle qui est tournée autour de potiers et un peu de décoration. Si je dois qualifier mon travail et la particularité de mes pièces, c'est déjà qu'elles sont en grès, et c'est une terre qui est plus fermée que la faïence, qui est une pâte qu'on trouve plus par exemple dans les pièces industrielles. Et les formes que je réalise sont très épurées. En fait, pour moi, c'est un peu comme une page blanche qui laisse place à des motifs que je réalise et qui sont principalement inspirés de la nature. J'émaille aussi assez peu mes pièces. Je travaille plutôt le motif au jus d'oxyde noir. Donc mes pièces sont globalement très noires et blanches. Et elles laissent du coup apparaître le grain et la couleur naturelle de la terre, qui est principalement une sorte de gris-beige assez clair. Voilà. C'est vrai qu'on retrouve quelque chose de très naturel, très proche de la terre dans tes créations. Oui, c'est volontaire. J'ai pas envie de cacher en fait la couleur naturelle de la terre, c'est pour ça que j'émaille peu et que pour l'instant l'émail que j'utilise le plus est globalement transparent. Simplement en fait pour son usage, on va dire alimentaire, parce que comme l'émail contient de la silice, c'est en fait du verre qui fusionne avec le tesson et qui permet un usage alimentaire sans aucun problème. D'accord. Alors parle-nous un peu de ta genèse artistique Léa, comment ça a commencé ? Je pense que ça a commencé quand j'étais toute petite, parce que je me suis toujours vue faire des choses entre guillemets artistiques, ou en tout cas avec mes mains. Je veux dire, je me souviens vraiment quand j'étais petite, on n'avait pas trop de moyens, du coup ma mère me faisait des énormes panneaux en carton. Tu vois, genre, je sais pas, elle recevait un colis, elle récupérait ce colis, elle l'aplatissait, et puis elle faisait une sorte de silhouette. Souvent c'était d'ailleurs inspiré de la nature, et moi il fallait que je colorie cette silhouette. Et là je te dis ça, j'avais peut-être 4 ou 5 ans, tu vois. Après 6-7 ans, j'ai fait de la céramique. Ça a commencé à cet âge-là, vers les 7 ans. C'était dans un atelier où tu peux venir prendre des cours, tu vois, en tant qu'enfant, adolescent ou adulte. C'était principalement du modelage, pas de tour. De toute façon, il y avait un tour, je me souviens, un tour à pied dans la salle, mais j'étais trop petite pour l'actionner. Je ne pouvais pas être à la fois assise et à la fois toucher la roue qui permettait de faire tourner. Et pourtant, j'ai monté dessus plus d'une fois à ce moment-là, je me souviens. Et la particularité aussi de cet atelier, c'est qu'on faisait cuire nos pièces en cuisson raku, qui est un type de cuisson très particulier et assez impressionnant à regarder, parce que tu sors la pièce du four quand elle est à 900 degrés. Donc la pièce est rougeoyante. Tu la sors avec des pinces et tu la mets dans une grosse poubelle en métal remplie de sciure. La pièce s'enflamme et tu étouffes la flamme avec un couvercle. Et là, du coup, la fumée fait son office et vient révéler les craquelures dans l'émail par le noir, en fait, de la fumée. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé chez moi, en tout cas au niveau de la céramique. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fait 2 ans, j'ai fait 7 et 8 ans, j'ai fait de la céramique, et puis après, j'ai dû arrêter parce que les cours étaient trop chers pour mes parents.
Voilà comment ça a commencé, on va dire. Léa, parle-nous un petit peu de tes études. Oui, alors, du coup, j'ai réalisé, hem, mes années lycée, donc c'était encore à l'époque où c'était compartimenté en S, L, ES et moi j'ai fait un bac littéraire avec, Mhm, option lourde et facultative arts plastiques. J'ai fait la première partie, la première année en seconde en option facultative en cinéma audiovisuel avant de basculer en art plastique. Du coup, ça faisait un équivalent de 8 heures d'art plastique par semaine, en plus d'un programme euh, d'étudiants en bac littéraire classique. mhm, Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à toucher plutôt à l'histoire de l'art, à analyser des œuvres et du coup, là, c'était vraiment axé, on va dire, l'art avec un grand A, l'art des musées, quoi. Vraiment, d'accord. on étudie des artistes plus que des artisans ou de l'art appliqué. Mhm, Après le bac littéraire, du coup, j'ai voulu me réorienter, on va dire, un tout petit peu dans l'art appliqué, donc pas mhm, l'art plastique, l'art appliqué. J'ai donc fait une année de mise à niveau en art appliqué. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, encore une fois, ça n'existe plus. mhm. Ça s'appelait donc MANA, M-A-N-2-A, mise à niveau en art appliqué. C'est l'équivalent d'une année de prépa, on va dire, où pendant une année complète, en fait, tu étudies l'art appliqué, là où les étudiants ou les lycéens qui ont fait un bac STI 2A ont étudié pendant 3 ans l'art appliqué. Toi, tu rattrapes tout ça, mais en une année. Donc c'est une année où j'ai très peu dormi. Voilà. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, mais super intéressante. Mhm, Et j'ai fait ça à la Martinière d'Hydro à Lyon. d'accord. Donc j'étais super contente parce que j'ai été prise dans une école publique et c'était un peu la condition pour moi pour pouvoir accéder aux études d'art parce que j'avais obtenu une bourse au mérite donc après le lycée, donc après le bac. Et pour pouvoir utiliser cette bourse au mérite, il fallait que je sois dans le public. Et les places, c'était très très cher dans cette école-là. D'accord. Donc très contente d'avoir pu être retenue, être sélectionnée, d'avoir eu cette chance. Et dans la foulée, j'ai fait donc 2 années de BTS communication visuelle. C'était comme ça que ça s'appelait. Ça a Mhm, évolué. Après, ça s'est appelé design graphique. Et aujourd'hui, cette année de mise à niveau et l'année de BTS, enfin les 2 années pardon de BTS ont été regroupées. Je sais pas trop comment on peut qualifier ce niveau d'études, mais ça s'appelle le DNMAD. Donc c'est le diplôme des métiers d'art et du design. mhm. Et donc moi j'étais spécialisée dans la communication visuelle et le design graphique plus particulièrement. J'ai poussé les études jusqu'au master, j'ai fait ce qu'on appelle un DSAA, diplôme supérieur en art appliqué, toujours en communication visuelle. J'ai fait pas mal de stages parmi toutes ces années d'études. En fait, il y avait pas mal de créneaux de stages, on va dire, souvent pendant les périodes d'été, dans des studios de design graphique. Et après mon master, obtenu avec les félicitations du jury, s'il vous plaît, Tant qu'à faire, hein, c'est bien. je me suis donnée pour les avoir. D'accord. Je me suis accrochée. Bah, bravo. Merci. Après, donc, je suis allée à Paris, plus particulièrement en région parisienne, parce que c'est là où j'ai fait mon dernier stage, on va dire, en Mhm. communication visuelle, dans une boîte qui, malheureusement, quelques mois après, enfin 3 mois après, mettait la clé sous la porte. Ouais, Donc du coup, un petit tremplin raté pour moi. dommage. Dommage, oui, et ça a fait que ben, j'ai un peu patiné, on va dire, pour pouvoir trouver mon premier travail en tant que designer graphique après mes études. D'accord. Donc du coup, si tu devais retenir ce parcours d'étudiante, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu te dis ça valait vraiment le coup, j'ai appris énormément de choses que je peux appliquer, ou finalement pas tant que ça. Non, ça m'a appris énormément de choses parce que, alors bien évidemment, comme dans toutes les études, je pense qu'il y a des choses que ben, tu t'en sers pas forcément dans ta vie de travailleur, hein, mais bon, Mhm.
Ça m'a appris, tu vois, aujourd'hui, je suis plus graphiste et pourtant, je m'en sers de tout ça. Je me sers de tout ce que j'ai appris en communication visuelle pour pouvoir communiquer sur finalement n'importe quelle activité que je pourrais entreprendre aujourd'hui ou demain. Donc ça, c'est une force. Pour moi, c'est clairement une force parce qu'il y a beaucoup d'artisans d'art que je croise et pour qui c'est pas du tout évident. Et même s'ils arrivent à le faire, ce qui n'est pas toujours le cas, ça leur demande du coup beaucoup plus d'énergie et de temps que moi. Parce que j'ai les outils, je sais m'en servir et je sais un peu mieux, je dis pas que j'ai la science infuse, mais je sais un peu mieux ce qui peut fonctionner visuellement. Oui, donc ces compétences sont très utiles en termes de communication et on sait aujourd'hui que c'est primordial de bien communiquer. Oui, oui, très important. Du coup, après tes études et tes stages, parle-nous de tes premières expériences professionnelles sur le terrain. Alors, comme je disais, j'ai un peu eu l'herbe coupée, on va dire, sous le pied, parce que j'ai eu ce fameux stage qui n'a pas été une réussite à cause du fait que l'entreprise qui m'a prise en tant que stagiaire Ouais. a mis la clé sous la porte. Elle avait déjà des problèmes d'argent avant de me prendre en tant que stagiaire, voilà, et c'est dommage parce qu'ils n'ont pas du tout été transparents avec moi là-dessus. Mhm. Et j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois, dirons-nous, avant d'aller dans cette entreprise à ce moment-là. Et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises, en tout cas de studios design graphique, qui cherchaient des indépendants. Mhm. Donc j'ai cherché des CDI, des CDD au début, comme beaucoup de jeunes qui débutent. Et au bout de peut-être, je sais pas, 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça, je me suis mise en auto-entrepreneur. J'ai pris un statut d'indépendante. Et tout de suite, ça a débloqué pas mal de choses et j'ai trouvé du coup une place dans un studio de design graphique très axé identité visuelle. Mhm. Du coup, je faisais vraiment du logo, de la charte graphique, de la typographie, du dessin d'icônes, de la mise en page, que ce soit pour des supports imprimés ou des sites internet. Il y avait aussi un peu de packaging, enfin bon, c'était assez diversifié, mais ça me plaisait bien parce que comme j'aime pas trop la routine, chaque projet était assez différent et ça m'a plu. Voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans en tant qu'indépendante à peu près. Après, j'ai fait une année seule avec mes propres clients, pardon. Et ensuite, j'ai fait presque une année en tant que designer graphique, mais au sein d'une entreprise, cette fois-ci. C'était un CDI. Ouais. Et ça m'a pas du tout plu. J'ai voulu tenter l'expérience parce que je savais que voilà, ça payait mieux dans le sens où il y a la sécurité de l'emploi, on a un salaire qui tombe tous les mois, ce qui était très différent de ce que j'avais vécu jusqu'à présent. J'imagine. Voilà. Mais par contre, ciao la créativité. Fallait vraiment que je pose mon cerveau au Ouais. bout du bureau D'accord. pour essayer d'être. En fait, si je devais faire un parallèle, j'avais un peu l'impression d'être à l'usine du graphisme, quoi. Ça ne me convenait absolument pas. J'avais passé 3, 4 ans presque à faire de la créativité, à chaque nouveau projet devoir chercher des nouveaux éléments visuels. Et là, tout d'un coup, il y avait une charte graphique, il fallait l'appliquer, point à la ligne, quoi. Enfin, vraiment, on ne me demandait pas plus. Et en fait, j'étais très embêtée parce que mon cerveau cherchait toujours à aller plus loin, à proposer des choses, des nouveautés. Essayer d'être créative, oui. Essayer d'être créatif. Mais c'était même pas volontaire, vraiment, ça venait tout seul, quoi. Mhm. Et c'est cette année-là où, sans le voir venir, du jour au lendemain, le burn-out est arrivé. Voilà, Le burn-out, malheureusement, un de plus, un de plus, parmi oui. plein d'autres. Ouais. Quand on en discute, on se rend compte qu'on est loin d'être tout seul. Oui, c'est vrai. Et donc ce burn-out, comment tu l'as vécu? Ça a été très violent, pour les Mhm. raisons que je viens de te dire, entre autres dans le sens où je l'ai pas vu venir. J'ai pas vu de signes avant-coureurs. J'ai toujours été très travailleuse.
Parce que j'ai toujours voulu en fait bien faire. J'ai toujours voulu que les projets que j'entreprends aujourd'hui et que j'entreprenais à l'époque soient terminés, parfaitement terminés, nickel, que si quelqu'un passe derrière moi, qu'il puisse se servir de ce que j'ai produit sans devoir se poser mille et une questions. Donc ouais, du jour au lendemain, on se retrouve à plus pouvoir faire tout ça. On se retrouve à ne plus pouvoir faire les choses essentielles de la vie. Par exemple, moi, vraiment, du jour au lendemain, je me suis retrouvée à plus pouvoir sortir de chez moi. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Et je me suis vraiment demandé ce qui m'arrivait. Hein. Je me suis dit, mais ok, Ouais, voilà. qu'est-ce que c'est Et puis, quand ça m'est arrivé, j'étais persuadée que dans 2 semaines, ça irait mieux et que je pourrais reprendre ma vie comme avant, quoi. Ouais, tu t'es dit c'est juste un moment un peu difficile et ça va repartir rapidement. Ouais, je me suis dit, je sais pas. En fait, ça s'est passé au travail. C'était une sorte d'énorme malaise qui m'a prise en réunion d'un coup, où j'ai eu les mains qui sont mises à trembler, où j'ai perdu l'équilibre. Voilà, j'ai vraiment fait un malaise. Et c'était en fait une sorte d'énorme crise de panique. Je sentais même plus le toucher dans mes mains, je l'avais plus, quoi, tu vois. J'avais une collègue qui me tenait par la main, je sentais pas sa main dans la mienne. J'avais vraiment l'impression d'avoir les doigts de la main branchés sur une prise électrique sur 2000 volts, tellement je tremblais. Ah ouais, à ce moment-là, ouais. C'était des spasmes plus. Et c'était très impressionnant. Du coup, voilà, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que mes collègues ont appelé les pompiers, ils savaient pas plus que moi ce qui se passait. Je suis allée voir une médecin qui m'a arrêtée. Et en fait, si je peux dire qu'il y avait un signe avant-coureur, c'est peut-être que je me sentais très mal dans ce métier. Enfin, pas dans ce métier, pardon, plutôt dans ce poste, à ce poste-là en particulier. Et j'avais posé ma démission 1 mois avant. Et au moment du burn-out, au moment de ce malaise au travail, il me restait 3 jours à faire dans l'entreprise. Ouais. Malheureusement. Voilà. Du coup, la médecin m'a arrêtée pour les 2 jours et demi qui me restaient. Et puis, je me suis retrouvée chez moi, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de sortir faire mes courses. La lumière m'agressait, le son était devenu... le moindre son était assourdissant, me mettait des maux de tête énormes. J'ai eu un mal de tête qui a duré 1 semaine non-stop avec une barre dans le front. Quand je sortais de chez moi et qu'il y avait un coup de vent, le vent me saisissait comme une claque. Ah ouais. Donc, clairement, je ne pouvais plus rien faire. J'avais l'impression de ne plus avoir de filtre et de tout prendre de plein fouet. Et c'est à ce moment-là que commence la reconstruction? Oui, ça a été long à se mettre en place. Donc beaucoup plus long que les 2 semaines que j'avais envisagées. Il y a eu un moment d'errance médicale. J'allais voir une médecin qui ne me soignait pas vraiment. J'ai essayé toutes les médecines douces qu'on pouvait me conseiller à ce moment-là. Et je pouvais assez peu prendre de décisions par moi-même parce que c'était très dur pour moi. La moindre décision à prendre était très dure. D'accord. Je me laissais un peu balader parce que mes proches me recommandaient. Et heureusement que j'ai eu mes proches parce que du coup, j'étais dans un appartement parisien que je ne pouvais plus payer du coup. Et donc, je suis retournée chez mes parents à Saint-Étienne à ce moment-là, après avoir vécu 9 ans ma vie d'adulte toute seule et indépendante, tu vois. Donc, pas simple déjà. De retourner au bercail dans sa chambre de lycéenne. Ouais, c'est ça, ouais. un peu sensation de retour à la case départ. Alors qu'en fait, c'était pas vraiment ça. C'était plutôt un moment pour soi et pour se reconstruire. Il y a eu un long moment aussi pour accepter ça. C'est quelque chose que je pense qui est très important et que j'aurais aimé comprendre et arriver à intégrer plus tôt. C'était que d'arrêter de lutter en fait et de se comparer à la moi d'avant ce moment-là, et d'accepter ce qui se passait pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça que j'aurais aimé comprendre et intégrer plus tôt, pour gagner, on va dire, quelques mois, voire années. Donc je me suis fait accompagner
par des médecins. Ça, c'est pour le plan, on va dire, psychologique et physique, reconstruction euh, de moi et de mon corps. Après, sur le plan professionnel, quand je me sentais un petit peu mieux, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire. Je me dis, est-ce que je reprends le graphisme? Le graphisme, en fait, je me rendais compte que quand j'ouvrais un logiciel de design graphique, je commençais à sentir la panique qui montait. Donc je me suis dit, ok, c'est pas encore le moment. Mhm. Il y a eu un moment où j'ai eu besoin de m'oublier dans le sport. J'ai fait beaucoup de sport. Et j'ai même postulé à l'armée de l'air pour devenir technicienne métier de l'image. Ah ouais. Donc métier de l'image, c'est tout ce qui a un lien avec le graphisme, la photo, la vidéo. Voilà, tu prends des avions en photo, etc. pour la communication interne et externe de l'armée de l'air. Et en fait, c'est un moment où, tu vois, euh, j'avais tellement pas d'énergie pour me tirer moi-même que j'avais besoin qu'on me dise quoi faire. D'accord. Et je me disais que peut-être un cadre comme ça aurait pu peut-être être une solution. Enfin voilà, je cherchais, tu vois. Donc ça, c'est pas fait. Quelques mois après, j'ai essayé de faire animatrice nature. Mhm. Le lien avec la nature, c'est sûr, mais il y avait aussi surtout là-dedans, ce qui me plaisait, c'était le fait de raconter des histoires. Parce Ah, qu'en fait, ce qui m'a toujours plu dans le graphisme et dans la communication visuelle, c'est raconter des histoires visuellement. Et l'animateur nature, il raconte des choses en lien avec la nature, la faune, la flore, etc. d'accord. Mais soit avec des mots, soit avec des maquettes. Tu vois, on est dans du c'est pas sorcier, tu vois. C'est un peu Ouais, c'est un l'idée, peu quoi. ça. Ouais. Voilà. T'es pas Jamie, mais t'es Léa, voilà. Non, mais j'adore Jamie. Bah, je suis de 90, j'ai grandi Ouais, avec. Hein. ouais, j'imagine. Donc voilà, il y a eu ce cheminement-là. Et en fait, cette formation, juste avant que je doive l'intégrer, a été annulée parce que il y avait eu une réforme qui était passée au niveau du gouvernement qui coupait des aides financières, notamment à des formations en lien avec l'écologie. Hmm. Et du coup, ben, cette formation-là, on a fait les frais. Ah, c'est Donc, je n'ai pas dommage. pu, voilà, je n'ai pas pu la faire. D'accord. Donc, je me suis dit, ok, ça fait 2 idées où pourtant je m'étais bien avancée sur le chemin pour y aller et Mhm. qui sont pas faites. J'ai décidé de le prendre avec une certaine philosophie en me disant, bon ben, c'était pas là que je devais aller, en tout cas pas maintenant dans ma vie. Et c'était combien de temps après que tu aies commencé à retravailler, enfin, retenter de travailler après ton burn-out? Ah, le burn-out, comme je te dis, il y a eu bien 2 ans d'errance médicale. Ouais, c'est ça. Oui, parce que tu l'avais pas précisé, mais c'est important de Ouais, le dire pour ouais, ouais. ton témoignage. 2 ans d'errance médicale où vraiment j'ai cherché comment aller mieux et je n'y arrivais pas. Mhm. Et c'est la 3e année où vraiment j'ai cherché tout ce que je t'ai dit là. La 3e année, c'était l'armée Ouais. de l'air. La 4e, c'était animateur nature. Mhm. Et la 4e, du coup, bah, je passais pas mal de temps avec ma mère, qui est céramiste. Mhm. Alors, elle n'a pas toujours été céramiste. D'accord. Avant, elle travaillait à la poste. Euh, mais elle a eu 3 enfants et elle a eu l'opportunité de partir en pré-retraite. Donc elle a beaucoup hésité, mais elle a pris cette opportunité. Et à ce moment-là, elle s'est reconvertie dans la céramique. Alors elle ne tourne pas, elle fait pas de tour de potier, D'accord. mais elle était dans un atelier collectif où du coup, je passais pas mal de temps parce que ben comme je cherchais quoi faire et que j'ai toujours eu besoin de m'occuper, ne serait-ce que pour avoir l'impression et le sentiment d'avoir une vie normale. En tout cas, ce que moi je projetais comme étant une vie normale. J'ai toujours eu besoin de m'occuper. Je pouvais pas rester chez moi sur le canapé à attendre que la vie passe. Ça me rendait encore plus triste en fait. Donc C'est inconcevable pour toi, quoi. voilà, je voulais pas faire ça. En fait, j'avais un peu l'impression que si je feintais une vie normale, peut-être que ça me permettrait de continuer à avoir un moral pas trop bas. D'accord. Donc, ben, j'allais souvent à l'atelier avec elle, je l'aidais sur ses projets et je l'aidais aussi, notamment quand elle donnait des cours. Elle donnait souvent des cours à des enfants, des ados et des adultes. Et moi, j'étais là, j'étais la petite main, tu vois, à côté.
Et chemin faisant, je me suis rendu compte que la terre et la céramique, en fait, ça me faisait vachement de bien. Mhm. Ça m'apaisait. C'était agréable de toucher cette matière. Et il y avait un peu comme un retour à... C'est peut-être cliché, mais il y avait un peu un côté retour aux sources, tu vois. Voilà, je sais pas, c'est de la terre, donc est-ce que du coup il y a un lien, j'en sais rien, hein, je sais pas du tout si, si ce que je raconte est fondé ou pas, mais en tout cas, moi, Ouais. ça m'a fait du bien. Comme un lien, Et un fil conducteur qui te permet de revenir à des choses nature, quoi, en fait. oui, la nature et aussi peut-être à des choses plus simples Mhm. et à un rythme plus lent. Parce que la céramique, c'est une discipline qui t'apprend la lenteur et la patience. Tu peux pas aller plus vite que la terre, que la vitesse à laquelle elle sèche. Tu peux essayer de la contrôler, Mhm. mais tant qu'elle n'aura pas la consistance dont tu as besoin pour passer à l'étape suivante, la seule chose que tu peux faire, c'est attendre. Donc finalement, la poterie, une thérapie artistique et du sens dans ta vie. Du sens, ça c'est sûr. La thérapie, peut-être. Je suis encore dedans, donc je peux pas savoir si... Mhm. Elle te fait du bien, a priori. En tout cas, ça me fait du bien. Du coup, j'ai décidé de me former à la poterie. Euh, je savais pas trop comment m'y prendre parce que à ce moment-là, j'avais une trentaine d'années. Et à cet âge-là, c'est difficile de reprendre des études sans devoir payer C'est vrai. ou des formations. Et, et du coup, comme du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec plus rien, ni aucune aide Pôle emploi, ni quoi que ce soit, ben je n'étais pas en mesure de payer une formation onéreuse, quoi. Sur un marché qui s'appelle Tatou Juste à Saint-Étienne, parce que c'est là où je vis et d'où je viens, j'ai rencontré sur un stand le président de l'IRMAC. Donc IRMAC, c'est Institut régional des métiers d'art et de la création contemporaine. En fait, c'est une association qui est soutenue par la région Auvergne-Rhône-Alpes parce que la région soutient les métiers d'art, les métiers rares et en voie de disparition. Et l'association, en fait, crée une sorte de binôme entre un artisan ou une artisane d'art sur 12 mois, une année complète. Et une semaine par mois, tu vas à l'IRMAC pour prendre des cours sur comment créer ton entreprise d'artisanat d'art. Donc, tu as des cours de communication visuelle, comptabilité, marketing, gestion, enfin, tout ce qu'on doit connaître pour créer une entreprise finalement. La valise utile. Voilà. Donc, j'ai fait l'IRMAC. Alors, super, je suis tombée pendant la grosse année Covid. Eh oui. La grosse année Covid, du coup, je n'ai pas trouvé, on va dire, un artisan ou une artisane qui me prenne sur 12 mois complets. Parce qu'en fait, personne savait où on allait avec cette histoire. Tout le monde était paumé et avait peur. Voilà, du coup, j'ai fait 3 mois par-ci, 4 mois par-là. Et finalement, c'était super parce que ça m'a permis de découvrir plein de techniques de céramique. Sachant que la céramique, c'est un artisanat d'art extrêmement ancien et que y a une quantité de techniques. Je dis toujours que je pense qu'on n'a pas assez d'une vie de céramiste pour toutes les essayer. Ah ouais, à ce point-là. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait aussi parce que j'aime bien le challenge et j'aime pas la routine. Mhm. Donc la poterie, c'est vraiment cool pour ça. D'accord. Donc j'ai rencontré un maître de stage qui m'a formée au tournage pendant 3 mois. J'avais pris quelques cours à la MJC avant l'IRMAC, mais à cause du confinement, j'ai eu le temps d'en faire peut-être 4 ou 5, quelque chose comme ça. Donc je suis arrivée à l'IRMAC, j'avais pas un bagage tournage très grand, mais en 3 mois, j'ai appris à tourner. Je suis assez fière parce que mon maître de stage m'a dit ben dis donc, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui s'en sortent aussi facilement et rapidement. Alors facilement, je sais pas, peut-être de son point de vue. Moi, j'ai pas eu l'impression que ce soit facile pour moi, mais Ouais. Enfin, d'extérieur, ça a toujours l'air facile. Après, voilà. c'est une autre histoire. Mais bon, on va dire que c'était super facile, ok. Mhm. D'accord. Du coup, j'ai appris le tournage, j'ai continué mon année d'IRMAC et j'ai fait le dernier mois
dans mon atelier actuel, ça m'a permis de faire ce qu'on appelle la pièce de maîtrise, qui est, on va dire, une sorte, ce qu'on peut appeler, tu sais, quand on est compagnon, un chef-d'œuvre un peu. D'accord. C'est ce qu'on réalise à la fin de sa formation pour montrer un peu le travail qu'on a accompli et ce qu'on a appris. Et on va dire vers quelle démarche, qu'elle soit artistique ou artisanale, on souhaite se diriger. Pour petite parenthèse, pour ma pièce à moi, j'ai fait une forêt de bouteilles. Il y en avait 21, tout simplement parce que c'est la quantité que j'ai eu le temps de faire pendant ce mois où je me suis un peu octroyé du temps pour moi pour faire cette pièce de maîtrise. D'accord. Elles ont toutes une hauteur différente et elles sont toutes décorées de plantes gravées dans la matière, à main levée. C'est une technique de gravure japonaise sur terre crue assez ancienne qui s'appelle le Mishima. Mhm. C'est une technique qui demande vraiment d'engager ton corps dedans parce qu'elle est presque douloureuse, parce que c'est de la gravure, c'est pas de la peinture. Donc ça fait mal aux doigts quand tu fais ça pendant tout un après-midi, voire une journée complète. Parce que tu luttes un peu contre la matière. J'avais un peu l'impression de graver la surface de mes bouteilles, tu vois, mais dans le sens tatouer, vraiment entamer la matière. Mhm. Les plantes que j'ai gravées sur les bouteilles sont toutes des plantes en fait que j'ai croisées pendant mon année de formation, mais c'est des plantes que j'ai croisées en bordure de trottoir ou de route. C'est ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Ouais. Et j'ai voulu un peu rendre hommage à cette nature que parfois on dénigre, tu vois. On se dit, oh, pourquoi c'est là, ça, machin, on l'enlève. Mhm. Alors qu'en fait, ça se trouve, c'est une super plante qui t'apporte tout un tas de choses. C'est pas du tout une mauvaise herbe. Elle a un nom et elle apporte quelque chose à la biodiversité. Elle a sa place. Elle a sa place. Donc je les ai photographiées pour pouvoir les reproduire sur cette collection de bouteilles. D'accord. Et au final, tu es très satisfaite de cette collection? Je l'ai exposée déjà 2 fois, cette collection. Je l'ai exposée notamment à la Maison de la Culture du Corbusier à Firminy. Et je l'ai exposée dans mon atelier quand je suis arrivée dans mon atelier où j'ai fait un pot d'accueil pour dire aux personnes du village dans lequel je me suis installée, qui s'appelle Saint-Galmier, que j'étais là, que je m'installais, et que les personnes étaient la bienvenue dans mon atelier. C'est un atelier boutique, donc il est ouvert au public. Et c'est quelque chose qui me tient assez à cœur parce que aujourd'hui, tu vois, je suis donc dans cet atelier depuis septembre 2021. Et tout de suite, pour moi, ça a été évident que je voulais donner des cours, je voulais transmettre. Même en étant très jeune, donc je m'adresse à des débutants, du coup, mais même en étant une jeune potière, je voulais transmettre. Ça m'a toujours passionnée. J'avais pas envie de faire ça forcément dans l'éducation nationale. J'avais envie de faire ça selon ma propre façon de faire, mes règles, on va dire. Et du coup, j'ai trouvé ça dans mon atelier et je suis super heureuse parce que j'ai des très bons retours. Les élèves reviennent, me disent pédagogue et disent qu'ils ont passé un super moment. Donc, je suis ravie. C'est satisfaisant. C'est très satisfaisant et de les voir évoluer, de voir tous ces gens qui passent dans mon atelier et dès le premier stage, alors qu'ils n'ont jamais parfois touché la terre de leur vie, ils arrivent à repartir avec 1 ou 2 pièces sur 3 heures. Et c'est vraiment, vraiment génial, vraiment hyper satisfaisant pour moi. D'accord. Du coup, quand tu vois où tu en es aujourd'hui, quand tu vois tous ces motifs de satisfaction et ces retours positifs, qu'est-ce que tu te dis? Je suis fière de moi, je suis fière du chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent et j'ai envie que ça continue, en fait. J'ai pas envie de m'arrêter là. C'est pour ça aussi que je pense d'une certaine manière que je me suis tournée vers la plateforme Twitch aussi. Donc c'est là où tu as rencontré mon travail pour la première fois. Exactement. Du coup, Twitch, donc une plateforme de streaming en direct. Et je stream en direct de mon atelier. Donc ça s'appelle La Petite Potière. Et pour moi, ça n'a pas été une évidence tout de suite. Ce qui a été une évidence, c'était transmettre dans mon atelier, comme je t'ai dit, puis il y a des stages. Voilà. Mais Twitch, ça n'a pas été une évidence tout de suite, parce que
moi, je connaissais de loin, j'étais pas consommatrice, et je me disais, c'est pour les gamers. Parce que à l'origine, ça avait été pensé pour ça. Tout à fait. Voilà. Sauf que, voilà, j'en ai parlé juste avant, que j'avais fait un burn-out et que la santé n'est pas une ligne droite. Donc, ça veut pas dire parce que je vais mieux, je vais tout le temps mieux. Mhm. L'année dernière, aux alentours du mois de mai, j'ai eu une grosse rechute au niveau des symptômes, un gros coup de mou, quoi, un gros coup de pas bien. Ouais. Et à ce moment-là, je suis tombée sur Twitch parce que j'avais mon copain de l'époque qui s'était mis à streamer. Et D'accord. pour l'aider, je regardais un peu des vidéos sur Twitch, sur comment décoller sur Twitch, etc. Mhm. Et pour lui, quoi, vraiment pour lui. Et donc, ne connaissant pas la plateforme, j'ai regardé un peu. Et je suis tombée sur de l'artisanat d'art. Et voilà. J'ai vu des gens qui faisaient du dessin, j'ai vu des gens qui faisaient du chocolat, de la cuisine. Je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, c'est trop Bah cool. oui, voilà, c'est bien. Et comme j'avais ce coup de moins bien, et que souvent à l'atelier, quand j'étais toute seule, j'avais les idées qui tournaient un peu en rond et j'arrêtais pas de penser à ça, j'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Je me suis dit, tiens, j'adore partager, j'adore transmettre, pourquoi ne pas commencer à montrer ce que je fais dans mon atelier sur Twitch? Et je l'ai fait, sachant que je n'avais pas d'ordinateur capable de streamer, Mhm. ni internet à l'atelier. Donc je streamais avec mon petit téléphone et ma 3G. Et je m'en rappelle très bien. Et finalement, tu te débrouillais pas si mal que ça avec le peu de moyens que tu avais. Ah oui, je me souviens d'avoir galéré pour pouvoir lire le chat, parce que du coup, voilà, les gens discutent avec toi en direct, c'est tout l'intérêt du stream. Oui, voilà. Mais j'avais sur le même écran, du coup, le retour caméra et le chat sur une toute petite surface, et dès qu'il y avait plus de 3 personnes qui parlaient en même temps, j'avais énormément de mal à suivre la conversation. Ouais, j'imagine. Surtout quand t'as les mains dans la terre Mhm. et que tu dois scroller sur l'écran de ton téléphone en même temps. Ton téléphone prend cher, là. Hein. Oui. On va le dire. Hein. Faut dire les choses. C'est un peu compliqué. Exactement. Du coup, je me suis mise à streamer, on va dire, régulièrement à partir de septembre 2022. Donc toujours avec mon téléphone et ma 3G. Mhm. Puis je sais pas trop ce qui s'est passé, je sais pas s'ils ont bougé une antenne, je sais pas du tout. Mais à partir d'à peu près mi-novembre, j'arrivais plus à transmettre mon stream via mon téléphone sans que ça coupe au bout de 10 minutes, quoi. Il a disparu des ondes. Ouais, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, j'ai toujours pas la réponse. Du coup, j'ai fait les démarches pour avoir la fibre à l'atelier. Ça a pris 3 mois de démarche. Mais j'ai réussi. Et encore, tu as de la chance, parce que certains n'ont pas cette rapidité. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que j'estime que c'était rapide. Mais encore une fois, on est tellement habitué à ce que tout aille vite. C'est Tu ça. vois, même moi, j'ai ce réflexe-là. C'est terrible. Ouais. En février, Internet est là. Je me fais aider par quelqu'un qui s'appelle Inforea, qui me permet d'avoir un ordinateur capable de streamer. Donc, énorme merci à lui. D'ailleurs, ouais, je salue Thomas, on lui fait des gros bisous parce que c'est une personne adorable. N'hésitez pas à aller le voir en live sur Twitch si vous avez quelques minutes. Il a une très très belle démarche. Voilà. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je stream et que j'ai pu continuer à streamer sans être complètement dégoûtée du matériel, de la logistique autour de ça. Voilà, juste pour la petite parenthèse, il reconditionne des ordinateurs abîmés et autres, et voilà, il les distribue, il en fait don aux associations, aux écoles. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il a une très belle démarche. Voilà, donc je lui ai donné mon ancien ordinateur en l'échange d'un nouveau qu'il avait réparé. Mmh. Et finalement, Twitch, ça m'a permis, quand j'étais vraiment pas bien, de continuer à avancer dans mon travail de potière. Alors certes, des tout petits pas, parce que encore une fois, j'étais vraiment au fond du trou à ce moment-là, j'étais pas bien du tout. Mais malgré ça, ça m'a permis de me soulager du fait de penser tout le temps à ces problèmes de santé. Mes fins de journée, j'étais fatiguée, parce que streamer, ça fatigue, il faut parler pendant longtemps et animer. Mais malgré ça, c'était pas du tout la même fatigue qu'avant, où j'étais seule avec moi-même et où je pensais du coup à mes problèmes de santé. C'était un peu comme quand on est fatigué après avoir couru, c'est une bonne fatigue, quoi. Tu vois, j'avais l'impression de m'être dépensée,
d'avoir échangé avec des gens, d'avoir rigolé avec eux. Et la journée était passée sans que je m'en rende vraiment compte. Alors, j'avais pas avancé beaucoup dans mon travail, mais j'avais avancé toujours plus que quand j'étais seule dans mon atelier. Donc aujourd'hui, je continue Twitch et enfin vraiment, c'est toujours un plaisir. La communauté grandit, les gens sont adorables et comme on parle beaucoup de reconversion professionnelle et parfois aussi de problèmes de santé mentale, c'est vrai que c'est une communauté qui est très bienveillante. On peut partager et on se sent pas jugé quand on partage. Mm. Et ça, pour moi, c'est hyper important. En tout cas, dans les communautés Twitch que je côtoie, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Et c'est ça qui est très important, c'est que vraiment tout le parcours que tu as eu, de tes études, stages, vécu professionnel jusqu'à ton burn-out, ta reconstruction, et aujourd'hui voir la satisfaction que tu as à partager, à montrer ce que tu fais sur les réseaux sociaux, mais aussi sur Twitch, c'est du bonheur au final. Et est-ce que tu te dis que tu as peut-être raté quelque chose à ce niveau-là, sachant que tu avais peut-être l'opportunité plutôt de faire de la poterie, ou tu te dis finalement, c'est une leçon de vie, je l'utilise pour témoigner, pour dire aux autres, attention, faites attention à vous, essayez de prendre les bons choix et pensez à votre bien-être. Aujourd'hui, dès que j'ai un ami qui me dit que au travail, il se sent pas très bien, qui me le répète, que je sens que ça fait 1 mois, 2 mois que cette personne m'en parle. Enfin, tout de suite, je dis attention à toi, en fait, et j'essaie de faire parler la personne pour l'écouter. Ne serait-ce que l'écouter. Et quand la personne a terminé de parler et que j'identifie qu'il y a un problème soit de communication ou de surmenage, je dis juste fais attention à toi. Et en général, la personne me répond oui, mais je peux pas. L'argent, le nerf de la guerre. Je comprends tout à fait, hein, bien sûr. Mais je peux pas m'empêcher, parce que c'est un proche et que j'aime cette personne, de lui dire écoute, imagine que demain, tu tapes un peu du poing sur la table au travail, tu dis que telle ou telle chose ne te convient pas. Et imaginons que suite à ça, tu perdes ton travail. Bon, déjà, je trouve que c'est pas très correct. Mais bon, imaginons, tu perds ton travail. Tu seras toujours en état pour retrouver un nouveau travail. Alors que si tu t'épuises et que du coup tu vas voir ton médecin, il va t'arrêter 2 semaines parce que t'es épuisé et que aujourd'hui, même si on parle beaucoup du burn-out, on n'a pas encore de case burn-out sur les arrêts maladie. Et si du coup ton patron te dit oui, du coup voilà, vous êtes plus au travail, qu'est-ce qu'on fait? On continue, etc. Imagine, tu te retrouves sans santé et sans travail, là par contre c'est compliqué quoi. Pour rebondir derrière, moi j'ai mis 3, presque 4 ans. En fait, une santé, on n'en a qu'une. Des boulots, on peut en avoir plusieurs. Du coup, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, le choix est vite fait quand on y réfléchit, finalement, de façon un peu profonde, quoi. Donc, faut prendre le temps de l'analyse, du recul, et se dire qu'est-ce que je veux, être en bonne santé, être bien dans ma peau, bien dans ma tête, et essayer dans la mesure du possible, parce qu'on sait, c'est pas évident, c'est pas Non, facile, c'est pas facile. mais essayer de faire le bon choix et de se dire il faut que je change, il y a un danger imminent. Il faut vraiment prendre soin de soi, parce que finalement, on est la personne la mieux placée pour savoir ce qui se passe en soi. Et si on l'exprime pas, si on ne le dit pas, ce qui n'est pas dit n'est pas su, et on ne peut pas reprocher aux autres en fait de continuer à tirer sur la corde si jamais on met jamais de haut là, quoi. C'est à nous de mettre nos barrières, de mettre des limites qui sont pas pour moi des limites. C'est pas pour agresser l'autre qu'on les met, c'est juste pour prendre soin de soi. Et moi vraiment, si j'ai un conseil à communiquer, c'est ça, c'est vraiment prenez soin de vous, parce qu'une santé, on n'en a qu'une. Et quand on l'a perdue une fois, on s'en rend vraiment compte. Mais des fois, on peut pas la récupérer. Et là, c'est compliqué. C'est dit. On va revenir sur un plan un petit peu plus technique. Moi, j'aimerais bien que tu nous fasses un petit peu la démonstration, enfin, tu nous expliques la différence entre céramique et poterie. Parce que je trouve que des fois, on fait des amalgames. J'arrive pas bien à situer c'est quoi le céramique, la poterie, c'est la même chose. Est-ce que
Tu peux nous, Oui. nous expliquer, nous éclairer, s'il te plaît, Léa. Alors moi, par exemple, je me dis céramiste d'art Mhm. parce que je fais de la poterie, mais pas que. La poterie, c'est le fait de faire des contenants, de faire des pots. Donc tu peux faire de la vaisselle, des vases, des jarres. Tout ça, c'est de la poterie. Ça D'accord. peut être sur le tour de potier ou pas. Voilà, il y a tout un tas de techniques pour créer des contenants. Mais le céramiste, il peut faire par exemple de la sculpture, Mhm. il peut faire de la poterie, il peut faire de la décoration, il peut faire des carreaux de faïence pour orner des murs, des crédences. Enfin voilà, c'est beaucoup plus. La céramique, c'est vraiment le fait d'utiliser une pâte argileuse et de la faire cuire pour la transformer. Donc c'est très large finalement. D'accord. Donc, il faut voir la céramique comme quelque chose de très large et la poterie, c'est le fait de créer des contenants, en fait, Voilà, mais en céramique du coup, en en céramique. pâte céramique, à pâte argileuse. D'accord. Au moins, comme ça, on a plus de précision pour les auditeurs aussi et les auditrices qui nous écoutent. Alors, Léa, c'est le moment du mot libre. Tu as un sujet, un thème en particulier à nous dire, à évoquer. Tu as carte blanche. Pour le mot libre, je voulais parler de l'artisanat et surtout du fait de s'y intéresser aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important, pas seulement pour la beauté des objets réalisés, mais pour comprendre en fait comment les objets sont faits, comment les choses sont fabriquées, un minimum au moins, pour comprendre que parfois, quand on est dans un magasin type grande surface, des grandes marques, etc., ce qu'on croit être pas cher devant nous est en fait extrêmement cher pour ce que c'est. Et pour moi, s'intéresser à l'artisanat, en fait, c'est plutôt un moyen d'être informé des choses, d'être un consommateur, on va dire, acteur de ce qu'on souhaite acquérir, et de se rendre compte que un mug avec je ne sais quelle licence imprimée dessus qu'on achète dans un grand magasin, quand on paye ça 4 euros, il faut se demander comment c'est fait, quoi. Il faut se poser les bonnes questions. Et à ce prix-là, il y a forcément quelqu'un qui est flousé quelque part sur la ligne. Et souvent, ce sont les personnes qui les fabriquent, qui fabriquent ces objets. Là, j'ai pris l'exemple d'un mug, mais ça peut être le cas pour des vêtements ou autre. Juste, voilà, s'intéresser à l'artisanat, même si on n'a pas forcément envie d'en acheter, mais au moins pour être au courant de ce qu'on nous propose dans les magasins ou sur Internet. Artypique, le podcast qui découvre les artistes atypiques enthousiastes pour auditeurs curieux. Alors Léa, art typique, c'est le partage. Voilà, on a des belles valeurs de partage, d'entraide, de bienveillance, entre autres. Et j'aimerais savoir un petit peu quels sont les artistes que tu recommandes. Est-ce que tu as des artistes comme ça qui t'inspirent, qui t'accompagnent régulièrement Tu en as un ou deux à nous citer éventuellement Oui, alors souvent quand je fais mes motifs ou quand je les recherche, je suis très inspirée par la musique que j'écoute. Je vais t'en donner deux. Il y a un artiste et un groupe qui s'appelle Wardruna, Wardruna, et un second groupe qui s'appelle Heilung, Heilung. Je te les donne ensemble parce qu'en fait, ce sont deux groupes de ce qu'on pourrait appeler de Nordic folk ou pagan folk, ça dépend. D'accord. Donc c'est du folk, t'as beaucoup d'outils anciens, traditionnels, nordiques. Par exemple, un outil qui s'appelle Tal Harpa, c'est une sorte de harpe très archaïque, très ancienne, qui fait un son un peu grinçant, assez unique. Mhm. Et souvent, il y a des sons de gorge. Ce sont des musiques qui ont pas du tout un format radio, tu vois, on n'est pas sur du 2-3 minutes, on est sur des formats beaucoup plus longs, on est sur du 10-12 minutes.
D'accord. Elles prennent vraiment le temps de s'installer et c'est un peu comme une transe, j'ai envie de dire. Mhm. Parce que comme ça prend vraiment le temps de s'installer, tu as vraiment le temps, si tu te poses et que tu écoutes, de sentir les émotions monter. Moi, je trouve que c'est très profond, très puissant. Ça m'évoque beaucoup d'images de nature mêlées à un univers un peu mystique. Et ça m'inspire beaucoup pour mes motifs. On mettra les liens vers les réseaux sociaux, éventuellement des groupes que tu as euh, évoqués, pour que voilà, les auditeurs et auditrices puissent éventuellement découvrir le son et le thème qui apparemment te convient bien en fait quand tu Mhm. crées. Donc voilà, ça nous permettra d'avoir une petite idée de dans quelle ambiance tu te mets. Autre question, si tu pouvais rencontrer une personnalité, alors que ce soit vivante ou disparue. Alors, je trouve cette question super dure parce qu'il y a beaucoup de monde que j'ai envie de Ouais. rencontrer. Une ou deux, s'il y en a deux, ouais, voilà, Mais, éventuellement. mais j'ai pensé, en fait, la personne qui m'est venue un peu spontanément, Mhm. avant de me dire que c'était super dur, Ouais, c'est la première qui c'est, vient comme ça, là. ouais, c'est Alexandre Astier. D'accord. Euh, J'avoue que je sais pas trop pourquoi. Enfin, j'aime beaucoup la personnalité qu'il donne à voir dans les médias, en tout cas, parce que je le connais Mhm. pas personnellement. Euh, J'aime beaucoup son intelligence, son humour, qui fait toujours mouche chez moi, Mhm. et surtout sa capacité à mêler les deux, D'accord. Est-ce que tu regardes Camelot? bien sûr. Of course. Ah oui. Qu'est-ce que cette personnalité, elle t'inspire en dehors de ce côté humour et intelligence? Je sais pas, j'ai l'impression que... Mais encore une fois, c'est marrant parce que je le connais pas, donc c'est ce que je projette sur lui, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, plein d'idées, genre 1000 idées à la minute, Mhm. et que du coup, je serais quelqu'un avec qui j'aimerais avoir une conversation sur tout et rien, D'accord. sur l'art, l'artisanat. Et ouais, je sais pas, j'aimerais passer un moment avec lui, peut-être même pour, ben, du coup, le découvrir en vrai, tu vois, Mhm. me dire, tiens, je projette ça sur lui, mais qu'en est-il en fait, tu vois? Peut-être un jour. Peut-être. C'est le moment de challenge, Léa. Je demande à mes invités s'il y a un artiste que tu connais, hors de ton domaine quand même, pour être l'invité d'Art Typique. À qui tu penses? Euh, je pense à une amie à moi. Mhm. Son nom d'artiste, c'est Nero, N2ERO, suivi du mot auteur au féminin. D'accord. Elle est illustratrice de formation, mais elle s'est mise à l'écriture. Et elle écrit une saga, thème c'est post-apocalyptique. Et elle évoque des thèmes, par exemple le transhumanisme, la robotique ou encore l'intelligence artificielle. Donc on est sur des thèmes plutôt d'actualité, je dirais. Mhm. Et elle vient de sortir son second roman qui s'appelle Ground Zero, le royaume des bêtes. Et elle a un Instagram, c'est nero.exe, donc N2ERO.exe, E-X-E. Voilà, je recommande. Elle publie, elle auto-publie. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un petit MP si vous êtes intéressé pour découvrir son travail. Je pense que ça lui fera super plaisir. C'est son métier, hein. D'accord. Bon, comme pour chaque personne qu'on propose, on mettra un petit lien pour aller découvrir son travail. En tout cas, je te remercie pour la proposition, Léa. Avec plaisir. On va parler actualité. Parle-nous un petit peu de tes actualités voilà, du moment et à venir. Eh ben, je vais aller à la TwitchCon à Paris Mhm. les 8 et 9 juillet prochains. Ce sera la première fois pour moi, j'y suis jamais allée. Et si j'y vais, c'est pour vraiment rencontrer des personnes avec qui j'ai passé beaucoup de temps à discuter par chat intermédiaire, on va dire, un chat interposé, pardon. Et, euh,
et rencontrer les gens de ma communauté parce que eux, ils peuvent mettre un visage sur mon pseudo, mais pas moi. Et c'est un peu frustrant. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et j'aimerais bien rencontrer les personnes avec qui je discute en vrai. Donc voilà, TwitchCon. Sinon, je vais faire aussi un marché de potier à Antibes les 9 et 10 septembre prochains, D'accord. 2023. Et je peux pas donner d'autres dates de marché parce que c'est encore en pourparlers, dirons-nous. Donc, je sais pas encore si je serai prise ou pas, notamment pour les périodes de Noël. Voilà, et sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Je peux te dire qu'on a souvent des sub-goals sur la chaîne que j'essaye de faire intéressant au maximum pour vous faire découvrir encore d'autres aspects de l'artisanat. Donc, il y a souvent des nouveautés. En tout cas, j'essaie d'avoir du contenu qui évolue un peu avec la demande des personnes qui passent sur le stream. Donc, c'est pas, on va dire, une actualité avec une date très précise, mais voilà, pas hésiter à passer parce que les choses bougent pas mal. D'accord. De toute façon, tu informes ta communauté sur les réseaux sociaux. Sur quelle plateforme on peut te retrouver ? Alors, je communique sur Instagram. Donc, c'est Léa-Forch. Donc, le tiret, c'est le tiret du bas, tu sais, celui du 8. Je me suis fait un TikTok il n'y a pas très longtemps. Donc, j'essaie de m'y mettre. C'est pas évident pour moi. C'est pas très naturel. Pas toujours simple, oui. Ça s'appelle La Petite Potière, tout attaché, sans accent. Et j'ai un site internet qui regroupe tout ça. Et le site, c'est juste mon nom, leaforch.com. Tout attaché, Léa Forch. D'accord. Voilà. Donc, c'est ma boutique en ligne où on peut acheter mes pièces en ligne. Réserver des stages aussi pour les personnes qui sont intéressées. Et avoir tous les liens vers mes réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, le site il est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Merci. J'y ai passé du temps. J'imagine. En tout cas, merci Léa d'avoir répondu à mes questions et nous avoir éclairé sur tes activités liées au monde artistique. C'était un réel plaisir. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Le mot qui vient, là, c'est juste un grand merci parce que c'est super chouette de pouvoir parler d'artisanat d'art parce que c'est ma passion. Et certes, on a eu un petit moment où on a parlé de choses un peu moins fun, de santé mentale, tout ça. Mais pour moi, c'est tellement important de sensibiliser les gens à ça que juste merci de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet. Même si c'est pas de l'art, mais ça fait partie d'une démarche. Peut-être que ça peut aider des gens à avancer sur leur propre chemin, je ne sais pas. Merci en tout cas. Ouais, c'est un plaisir. C'est tout l'intérêt de ton témoignage de pouvoir éventuellement aider les autres. Donc, ça fait sens et je suis très content que tu aies pu témoigner et faire en sorte que les personnes soient sensibilisées. Voilà. Merci. Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. Je vous propose de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt avec mes prochains invités. Et en attendant, faites de beaux rêves.